Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Monde aujourd'hui, les titres de cette édition. Déclaration des évêques de la conférence épiscopale. Au Tchad, les évêques font entendre leur son de cloche. La nouvelle constitution doit être adoptée par référendum et non par voie parlementaire. La zone anglophone se vide de ses habitants au Cameroun. Nous irons en Banga où beaucoup trouvent refuge. 18 times Fake news, un terme qui fait de plus en plus parler de lui. Aux États-Unis et à travers le monde, des lycéens tentent de le comprendre. La conférence épiscopale du Tchad souhaite que l'adoption de la nouvelle constitution prévue fin avril se fasse par référendum plutôt que par voie parlementaire. Les évêques tchadiens estiment en effet que le projet ne reçoit pas l'adhésion de l'ensemble des citoyens et que l'adoption par voie parlementaire risque de fausser gravement les règles du jeu démocratique. L'Assemblée étant composée à une forte majorité des députés pro-pouvoir. Écoutez la déclaration de l'abbé Yves Alangobi, secrétaire général de la conférence épiscopale du Tchad, joint pour nous en Djamena par André Kodmadjingar. Notre rencontre se tient à un moment où tout le pays traverse une crise sociale dont il n'est pas encore totalement sorti. C'est dans ce contexte difficile qu'un projet de réforme des institutions est mis en œuvre. Et de ce fait, nous constatons que ce projet ne reçoit pas l'adhésion de l'ensemble des citoyens. Concernant la vie politique, nous exprimons notre inquiétude sur la manière dont le processus d'institution de la 4e République au Tchad se déroule. Ce processus, comme beaucoup le craignent, risque de fausser gravement les règles du jeu démocratique car il porte en germe une grave division des cœurs entre les citoyens. Un changement fondamental de cette nature devrait se faire dans le respect de la Constitution qui dit dans son article 224 la révision de la Constitution est approuvée par référendum. Nous sommes conscients que notre déclaration peut être diversement interprétée, mais nous sommes poussés par l'amour que nous portons à notre pays et le sens de notre responsabilité de pasteur. Pour comprendre les enjeux de cette réforme constitutionnelle au Tchad, accueillons en direct de Djamena Évariste Ngarlem Toldé, il est politologue. Bonsoir. Bonsoir. Quel poids, dites-moi, a le clergé sur la vie politique au Tchad? Eh bien, l'Église catholique, pour ne pas dire le clergé au Tchad, ont une place prépondérante sur l'échiquier. D'abord parce que c'est une des plus anciennes organisations de par son implantation dans les différentes circonscriptions du pays. Et c'est une structure qui ne cesse de se prononcer sur la situation socio-politique, économique du pays. Alors, donc, un référendum pourrait-il vraiment rassembler toutes les voix au Tchad, comme le pensent les évêques? Bon, c'est possible, et à mon avis, que ce soit par voie parlementaire ou par référendum, on aboutira toujours aux mêmes objectifs, ce que cela va être adopté. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'Église ou les partis politiques, la société civile, personne n'a les moyens de contrôler le vote des électeurs. Donc le parti au pouvoir a tous les moyens pour obtenir le résultat qu'il veut. Et je crois que ce soit ceci ou cela, on arrivera toujours au même but. Seulement, je voudrais dire que est-ce qu'une simple révision de la Constitution peut conduire à une nouvelle République? Toute la question est là. En quelques secondes, est-ce que les évêques doivent craindre quelque chose? En quelques secondes? Mais
absolument, parce que les résultats seront d'ores et déjà affossés. Donc, on aboutira, ils ont le droit de plaindre, surtout que ce projet n'a pas eu l'adhésion de tout le peuple italien. Donc, ils ont droit à craindre cette éventualité. Merci Évariste Ngarlem Toldé. Je rappelle que vous êtes politologue et enseignant-chercheur à N'Djamena au Tchad. En Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, l'a affirmé. Aujourd'hui, son parti, membre de la coalition au pouvoir, présentera un candidat à l'élection présidentielle de 2020. Le PDCI estime qu'après avoir soutenu M. Ouattara au présidentiel de 2010 et 2015, il lui revient de présenter un candidat à l'élection de 2020 avec le soutien du RDR d'Alassane Ouattara. M. Ouattara et Bédié ont pourtant signé en début de semaine un accord de principe pour fusionner leurs deux formations au sein du RHDP, faisant donc de la plateforme un parti à part entière. Mais les observateurs doutent de la mise en application effective de cet accord. Aucun calendrier n'ayant été fixé. Pour André Silver Konan, analyste politique, l'annonce de M. Bédié constitue un virage. Écoutez plutôt. D'Henri Konan Bédié a pris une sorte de virage à 180 degrés. Hier, M. Bédié disait que le candidat du grand groupe, donc du RHDP, serait issu du PDCI. Aujourd'hui, il dit plutôt que le candidat de son parti serait issu du grand groupe. Est-ce à dire que ce candidat du PDCI ne sera pas forcément un cadre du PDCI? Absolument. Mais M. Bédié précise qu'il est en train de négocier, il utilise des éléments de langage très précis. Je souhaite, nous sommes en train de négocier, voilà, pour que ce candidat du grand groupe soit celui du PDCI. Ce n'est pas ce qu'il disait auparavant. En supposant qu'il y ait beaucoup de mécontents, sur quoi cela pourrait-il déboucher? Alors, si vous voulez mon avis, je pense que Ouattara et Bédié, qui sont les deux principaux chefs du RHDP, sauront trouver la formule pour imposer un candidat unique au sein du RHDP. Autre direction, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a quitté précipitamment jeudi le sommet du Commonwealth à Londres pour se rendre aujourd'hui dans le nord-ouest de son pays en proie à de violentes manifestations contre la corruption et le manque de services publics. M. Ramaphosa a appelé au calme et au respect des lois selon un communiqué de la présidence. Il a demandé à la population d'exprimer ses revendications par des moyens pacifiques tout en exigeant de la police qu'elle fasse preuve de la plus grande retenue dans l'exercice de ses fonctions. Alors on va directement au Cameroun donc pour parler de ces réfugiés qui quittent la zone anglophone du Cameroun et se réfugient donc en Banga, à 334 km de Yaoundé, la capitale. Emmanuel Jultab, notre correspondant sur place, est allé à leur rencontre. Ils habitaient tous à Ekidi, un village du sud-ouest du Cameroun. Au cours de la journée du 12 avril dernier, leur quiétude s'est transformée en panique. J'ai juste entendu des coups de feu et mon mari m'a demandé de prendre les enfants pour partir. Chacun prenait la fuite. Certains ont pris le train et d'autres, jusqu'à l'heure actuelle, sont restés en brousse. J'ai vu une foule qui venait vers moi, provenant du carrefour. J'ai aussitôt couru pour prendre les enfants et partir. Une quarantaine de cas de retour volontaire en famille ou chez les proches a été enregistré depuis samedi. Nous avons veillé à ce que l'approvisionnement en eau soit la plus adéquate possible. Et puis les repas qui leur ont été servis, que ce soit les repas chauds ou les repas froids, c'était sous l'œil vigilant des personnes bien habilitées. 5 jours après leur installation massive en Banga, l'élan de solidarité ne faiblit pas autour des déplacés. Des âmes de bonne volonté leur donnent de l'eau, des vêtements et des denrées alimentaires. La fondation AEA reviendra dans les prochains jours avec plus d'aide. Les autorités de la ville de Mbanga déclarent la situation des déplacés déjà sous contrôle. De sources officielles, environ 80 personnes arrivées ici à la maison de parti de Mbanga séjourneront encore ici pour quelques temps. Le retour dans leur lieu de résidence respectif n'est pas encore pour demain. Emmanuel Jultab pour VOA Afrique, Mbanga.
Pas loin du Cameroun, le Congo s'est réjoui de l'accord conclu avec le Fonds monétaire international. Dans un communiqué, Brazzaville se félicite d'avoir répondu aux critères d'éligibilité à un financement de son programme économique et financier par le FMI et ses partenaires internationaux. Hier, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, avait annoncé la conclusion d'un accord avec les autorités du Congo, Brazzaville, sur un programme visant à relancer l'économie du pays. Elle avait toutefois ajouté que ce programme sera soumis à des exigences de gouvernance pour rompre avec les pratiques du passé. Le Congo a-t-il donc donné toutes les garanties à l'institution? Quelles sont les prochaines étapes du programme? Posons ces questions à Augustin Benezo, économiste. Bonsoir. Bonsoir. Parmi les conditions imposées au Congo pour l'octroi de ce soutien financier figurent des réformes en matière de gouvernance et la réduction de la dette. Brazzaville a donc réussi, à votre avis, à convaincre? Si oui, comment? Oui, je pense que notre pays, notre gouvernement a fait des efforts pour répondre aux exigences du FMI. Il faut aussi dire à travers les orientations de la négociation, mais aussi en prenant des engagements pour y arriver à ces termes. Donc nous encourageons le gouvernement dans ce processus. Mais la question fondamentale demeure celle de savoir comment le gouvernement de notre pays va s'y prendre avec une trilogie causale complexe, notamment la situation de la dette qui est au-delà des normes de la CEMAC, donc plus de 77%. Le niveau de la pauvreté des populations qui en milieu rural. Justement, à propos des populations, comment et concrètement, quelles seront les retombées de ce programme pour ces populations? Oui, les retombées de ce programme vont se situer sur... je crois que le gouvernement devra compter sur les efforts des Congolais dans la gouvernance, notamment la bonne gestion et en investissant sur la diversification de l'économie. Sur le plan Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci. Le terme fake news, ou si vous préférez fausse nouvelle, est une expression qu'on entend beaucoup ces derniers temps, surtout si vous suivez par exemple le président Donald Trump ou d'autres politiciens sur Twitter. Ici aux États-Unis et à travers le monde, des lycéens tentent de comprendre le concept en apprenant les bases du lexique des médias. C'est un récit d'Abdourahmane Dia. Nous sommes au lycée Wakefield d'Arlington, en Virginie. Ces lycéens apprennent à identifier les fake news. Le professeur de sciences sociales, Patricia Hunt, offre un cours de digital appelé Tchécologie. Elle en profite pour donner à ses étudiants des exemples concrets d'informations qui sont soit factuelles, soit mal informées, soit tout simplement fausses. On bombarde les élèves d'informations. On les bombarde aussi de soi-disant nouvelles, de fake news, de rumeurs devenues virales ou trompeuses. J'espère qu'à travers mes leçons, ils vont pouvoir discerner le journalisme de qualité, des informations non équilibrées, fausses, de la propagande ou de quelque chose de ce genre. Les études montrent que les adolescents s'informent principalement à travers les réseaux sociaux. J'ai vraiment été frappé par le fait que les élèves ont tendance à croire que toutes les sources d'informations se valent. Si vous êtes plus jeune, vous pensez qu'une info est sur Internet parce qu'elle était vérifiée et donc vraie. Ils sont plus enclins à y croire et à la partager. Lorsqu'ils arrivent au lycée, ils deviennent un peu plus cyniques et pourraient penser que toutes les informations sont biaisées et qu'il y a toujours un agenda derrière. Ce qui manque à tout ça, c'est la pensée critique. Cette étudiante va désormais porter un regard beaucoup plus critique envers les réseaux sociaux. Je sais maintenant faire la différence entre le vrai et le faux et faire plus attention. Des milliers d'enseignants utilisent le cours digital Tchécologie aux États-Unis et dans 90 autres pays, permettant ainsi aux élèves de démêler le vrai du faux dans un océan d'informations. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, le journal de VOA Afrique en direct de Washington.
Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie de l'émission. Une invention qui pourrait faire gagner du temps aux patients atteints du cancer. Nous sommes allés à Austin pour en savoir davantage. Au Rwanda, l'eau Karisimbi sur vos tables. Lancée par une jeune fille de 28 ans, la nouvelle marque de vin connaît un succès sans précédent. Et puis culture, sons et couleurs du FEMUA en Côte d'Ivoire et surtout un flashback sur le dernier concert de Fatoumata Diawara ici aux États-Unis. C'est vendredi et c'est l'heure du rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité culturelle dans Culture Hebdo. Roger Montou nous a rejoint. Bonsoir Montou. Bonsoir John. On va commencer ici avec les États-Unis et c'est Kanye West qui vient de mettre 2 albums sur le marché. Exactement. Kanye West, John, la superstar du rap qui a été hospitalisé, je rappelle, il y a à peu près 1 an et demi, officiellement pour une crise liée au stress et à une grande fatigue, a décidé, a annoncé hier la sortie de 2 albums en juin. Dans une série de tweets, l'artiste de 40 ans, qui s'est déjà comparé à Michel Ange, a déclaré qu'il sortirait un album solo de 7 titres le 1er juin et un autre opus à interpréter avec le rappeur Kid Cudi une semaine plus tard. Cet album collaboratif, John, avec son protégé, sera appelé Kid See Ghost, a-t-il précisé. Son dernier album, je rappelle, The Life of Pablo, est sorti en 2016. En attendant la sortie de ces albums en juin, mais allons en Côte d'Ivoire où certains artistes se produisent. Là-bas, c'est pour le compte du FEMUA et qui a été placé cette année sous le signe de la lutte contre l'immigration clandestine. Exactement, John. D'après Traoré Salif, a.k.a. Assalfo, lead vocal du groupe Magic System et commissaire général du dit festival que nous avons eu cette semaine, la question des jeunes Africains face à l'immigration clandestine est très importante aujourd'hui. Une problématique d'actualité qui sera traitée par des experts et soutenue par des témoignages poignants. Et l'équipe d'Assalfo proposera, avant la fin de ce festival, des solutions concrètes à tous ces jeunes Africains tentés par la périlleuse aventure de l'immigration en clandestine, John. Et ceux qui ne sont pas allés en Côte d'Ivoire ont eu le plaisir de déguster ici la musique de Fatoumata Diawara qui vient d'achever d'ailleurs sa tournée américaine. Exactement, John. La malienne Fatoumata Diawara, une des voix qui font la fierté du continent africain, était en tournée ici aux États-Unis. Elle nous a parlé de ce nouvel album avec le clip même de sa chanson Nterini, ici au micro de notre collègue Ekia Badou. En fait, Nterini, j'ai voulu raconter au monde, aux Occidentaux un peu, comme quoi l'image de l'Afrique a été un peu salie ces derniers temps avec la Libye, l'esclavage. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souffert de cette image-là. Parce que quand tu vois une Afrique aujourd'hui qui essaye de s'en sortir avec cette tenue vestimentaire, la jeunesse assume, on commence à garder nos cheveux naturels. L'Afrique a décidé de prendre la parole et de s'assumer. Et sur les réseaux sociaux, on est plus connectés, on s'accepte enfin. Donc s'il y a ce combat positif par rapport à cette jeunesse-là et que les médias à un moment c'était un peu compliqué sur la Méditerranée. Donc j'ai voulu reparler de l'immigration, mais d'une manière plus jolie, poétique. Je ne voulais plus aller sur le bateau, je l'ai fait sur mon premier album. Là, je voulais raconter avant que ces enfants-là deviennent des immigrés, ils sont quelqu'un. Ils ont une histoire. Il ne faut pas qu'on bannisse, qu'on perde nos dignités sur les bateaux. Elle a une très belle voix en tout cas. Et pour finir, l'agenda culturel.
Voilà, merci Roger Moutou. J'aime bien la musique de cet agenda. Ah oui. Alors, on va aller à présent découvrir la passion d'une jeune Camerounaise, Eno Corée, qui a donc une passion pour le maquillage avec effets spéciaux. C'est un voyage qui nous plonge dans le monde fantastique du cinéma. Raïssa Gironda. Saignement et plaies béantes, voilà les effets spéciaux de la maquilleuse Eno Corée qui a plus de 10 000 followers sur ses réseaux sociaux. L'amour pour les effets spéciaux, c'était autre chose. Ça a commencé avec Kayang Koe, un producteur qui m'a posé une question. J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse une fracture sur la gorge. Je l'ai regardé et je lui ai répondu, je sais le faire. L'industrie du cinéma au Cameroun a longtemps été dans l'ombre de Nollywood, l'industrie nigérienne de plusieurs millions de dollars. Mais le Cameroun, selon les analystes, connaît aujourd'hui un renouveau grâce à la projection numérique et des technologies de production moins chères. Mais si on a fait appel à fait particulièrement, c'est parce qu'on voulait quelque chose, pas d'ordinaire, mais d'extraordinaire. Donc, par rapport aux effets spéciaux, c'est spécial. Elle le fait si bien, elle le fait avec soin, elle prend tout son temps. Cependant, les maquillages à effets spéciaux sont encore récents au Cameroun et Eno a souvent du mal à trouver du travail. Il y a beaucoup de défis à relever. Tout d'abord, les gens font peu de films qui nécessitent des effets spéciaux et d'autre part, il y a peu de matériel au Cameroun. Je suis chez moi et j'imagine les produits. Je ne sais pas si c'est spirituel, mais Dieu m'aide. C'est la façon dont je fais mon truc, juste dans ma chambre. Eno Corée partage ses techniques uniques de maquillage à effets spéciaux en ligne et dit que beaucoup de ses élèves viennent du Nigeria. Lui, sa passion, c'est le sport. Yacouba Ouedraogo est dans ce studio. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John. Alors, on connaît déjà les chapeaux du tirage au sort de la Coupe CAF. Et oui, John, la CAF a annoncé aujourd'hui même la répartition des équipes en 2 pots en se basant sur les résultats en Coupe interclub durant les 5 dernières années. L'USM Alger, Al Hilal du Soudan, l'AS Vita Club de la RDC et Enimba du Nigeria sont têtes de série. En revanche, les 12 autres équipes comme le Raja Casablanca et l'ASEC Mimosa héritent du pot 2 et tomberont donc forcément sur une tête de série. La CAF va procéder au tirage au sort demain samedi à son siège au Caire en Égypte. Donc. Et le programme semble très chargé ce week-end pour les éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. Tout à fait, John. Si certains sont mis à l'abri lors de la manche aller, d'autres devront réaliser des exploits pour passer au second tour. Demain samedi, avec sa large victoire 5-1 à l'aller, l'Ouganda ne devrait pas avoir du mal en principe à se débarrasser du Sud. Après sa défaite 2-0 à domicile, la Mauritanie devra se faire violence pour passer devant le Maroc. Même scénario pour l'Éthiopie face au Burundi. Mission compliquée pour la Tunisie qui reçoit l'Algérie, vainqueur 3-1 à l'aller. Dimanche, dans plusieurs cas, tout reste à faire avec des matchs nuls 0-0 à l'aller, exception faite bien sûr du Gabon qui se déplace à Lomé avec une avance de 4 buts. La CAN U20, on le rappelle, prévue au Niger bien sûr, c'est déroulé-là du 2 au 17 février 2019. Yacouba, des records comme le sien sont rares, mais Arsène Wenger va quitter son poste d'entraîneur d'Arsenal en fin de saison. Et oui, John, c'est un dinosaure qui s'en va. Le technicien français a annoncé son départ à l'issue de sa 22e année chez les Gunners. Arrivé à Londres en 1996, Arsène Wenger a notamment remporté 3 titres de Premier League, dont 1 à l'issue d'une saison sans défaite et 7 Coupes d'Angleterre. Arsenal a aussi participé pendant 20 années consécutives à la Ligue des Champions, atteignant même la finale en 2006, perdue contre le FC Barcelone. Le club est actuellement 6e de Premier League. Seule possibilité de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, remporter l'Europa League et c'est sans doute son dernier combat pour mieux quitter les Gunners. Merci Yacouba, on vous retrouve donc lundi prochain. Lorsqu'on détecte un cancer chez un patient, les chirurgiens doivent dans la plupart des cas prélever une partie des tissus infectés et les analyser. Attendre les résultats est souvent un long processus. Une nouvelle invention appelée MassSpec-Pen pourrait réduire le temps d'attente à quelques secondes. Elisabeth Lee de VOA s'est rendue à Austin, au Texas, où le stylo a été mis au point. Le récit de Blanche Sano.
Voilà, on va boire un peu de vin. On va donc au Rwanda pour déguster le Karisimbi. C'est une nouvelle marque lancée par une jeune de 28 ans, passionnée de vin. Meilleure invention rwandaise en 2016, le Karisimbi connaît un succès sans précédent dans la région. Allons à sa découverte avec Irénée Herman Umbo. Nous sommes à Rubavu, au Rwanda, non loin de la frontière avec la République démocratique du Congo. Les tubercules de betterave que récoltent ces femmes ici constituent la matière première d'une nouvelle marque de vin fabriquée au Rwanda, le Karisimbi. C'est une production de Assumpta Uwamariya, cette jeune femme de 28 ans. Elle a tout appris d'un de ses amis allemands qui connaît sa passion pour les vins et dont les parents sont propriétaires d'une petite unité de fabrication de vins en Allemagne. Quand il a découvert que j'en suis une passionnée, il a commencé à m'apprendre comment le produire. Tout a été fait par Skype. Et quand j'ai appris beaucoup de choses, j'ai commencé à les expérimenter avec de la betterave et de l'ananas. Uwamariya a commencé à cultiver de la betterave d'abord sur 1 hectare, puis 3, mais vu la forte demande de ses produits, elle est obligée de s'approvisionner également auprès d'autres cultivateurs. Elle n'arrive pas pour autant à honorer toutes ses commandes. Uwamariya souhaite acquérir des machines chinoises pour moderniser son entreprise en vue d'augmenter la production. Elle veut passer de 600 litres de vin par semaine à 1200 litres par jour. Pour l'heure, elle vend entre 800 et 1000 bouteilles chaque mois. En 2016, elle a remporté le prix de la meilleure invention avec 5 millions de francs rwandais, soit environ 5 848 $ américains. Bonne chance donc à la jeune rwandaise. C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui présentée par John Lindon. C'était un plaisir de vous avoir. Vous retrouverez Anastasie Tudièche lundi prochain. D'ici là, on reste ensemble.